Certaines affirmations nous semblent vraies par définition, comme tous les célibataires sont non mariés. D'autres, par observation, comme il y a des maisons en briques dans la rue d'à côté. Cette distinction, elle semble évidente. C'est presque la base de notre pensée. Mais, et si cette séparation si nette entre les vérités du langage et les vérités du monde n'était qu'une illusion? Un dogme qu'on devrait peut-être abandonner. C'est la question radicale au cœur de notre discussion aujourd'hui. On va se plonger dans un des textes les plus influents et franchement les plus déstabilisants de la philosophie du XXe siècle, les deux dogmes de l'empirisme de Willard van Orman Quine. Notre mission, comprendre comment Quine déconstruit deux piliers de la pensée philosophique et surtout, voir à quoi ressemble le monde une fois que ces piliers se sont effondrés. Et c'est vraiment le mot juste, effondré. Ce texte a été un véritable séisme à l'époque. L'empirisme, cette idée que toute notre connaissance vient de l'expérience, ça semblait reposer sur des certitudes en béton armé. Et Quine arrive et il montre que les fondations sont en fait du sable. Alors, pour commencer, déballons ça. Quels sont ces deux fameux dogmes? C'est quoi cette base si solide que Quine décide de dynamiter? Le premier dogme, c'est la croyance en une division fondamentale. Une sorte de mur infranchissable entre deux types de vérités. D'un côté, on a les vérités analytiques. Celles-ci sont vraies uniquement grâce à la signification des mots. L'exemple classique, c'est « aucun célibataire n'est marié ». On n'a pas besoin de faire une enquête de terrain pour vérifier ça. La vérité est contenue dans la définition même du mot célibataire. C'est une vérité de dictionnaire, en quelque sorte. On la vérifie en regardant la définition, pas en regardant par la fenêtre. Exactement. Et de l'autre côté du mur, il y a les vérités synthétiques. Celles-ci, elles sont vraies ou fausses en fonction des faits du monde. Il y a un livre sur la table est une vérité synthétique. Pour savoir si c'est vrai, il faut regarder la table. Sa vérité dépend de l'état du monde. D'accord. Premier dogme, ce grand mur entre vérité de dictionnaire et vérité du monde. Ça a l'air tellement solide comme distinction. Mais avant d'y venir, quel est le second dogme? J'imagine qu'il soutient ce mur. Le second dogme, c'est le réductionnisme. C'est une idée un peu plus technique, mais tout aussi fondamentale. C'est la croyance que chaque énoncé qui a un sens peut être, en principe, traduit ou décomposé en un ensemble d'énoncés qui ne parlent que de notre expérience sensorielle immédiate. Attendez, donc l'idée c'est que même une affirmation scientifique hyper complexe, comme le cuivre conduit l'électricité, on pourrait, en théorie, la réduire à une liste gigantesque de « si je fais ça, alors je verrai ça, je sentirai ça ». C'est tout à fait ça. Chaque brique de connaissance sur le monde reposerait directement sur une fondation de sensations brutes. Et Quine arrive et dit non seulement que le mur n'existe pas, mais que cette idée de fondation brique par brique, c'est aussi une illusion. En fait, il soutient que les deux dogmes se tiennent l'un l'autre. S'il en tombe, L'autre s'écroule avec lui. Logique. Alors commençons par le mur. Comment Quine s'y prend-il pour démanteler cette distinction analytique synthétique? Franchement, elle paraît tellement intuitive. la subtilité de son argumentation. Il ne dit pas juste « c'est faux », il nous invite à une sorte de jeu de pistes. Il dit « d'accord, vous y croyez, alors prouvez-le. Donnez-moi un critère solide ». Et il montre que chaque chemin qu'on prend se termine en impasse. Le premier chemin, c'est de dire qu'un énoncé est analytique parce qu'il est vrai en vertu du sens de ses mots. Mais Quine pose la question qui tue. Qu'est-ce que c'est, le sens ? On a l'impression de savoir, mais dès qu'on essaye de le cerner, ça devient incroyablement glissant. C'est vrai, on utilise le mot sens tout le temps, mais le définir, c'est une autre paire de manches. Précisément. Quine utilise des exemples devenus célèbres, comme celui de Frege, l'étoile du soir et l'étoile du matin. Pendant des siècles, on a cru que c'était deux astres différents. Ces deux expressions désignent pourtant le même objet, la planète Vénus. Elles ont la même référence, mais elles n'ont clairement pas le même sens. La preuve ? C'est qu'il a fallu une découverte astronomique pour le savoir. Si elles avaient eu le même sens, l'affirmation « l'étoile du soir et l'étoile du matin » aurait été une évidence, une vérité de dictionnaire, pas une percée scientifique. Exactement. Le sens est donc quelque chose de plus que l'objet désigné. C'est plus flou, plus insaisissable. D'accord, donc la piste du sens ne mène nulle part de solide. Alors où est-ce qu'on va ensuite? Il explore une deuxième piste qui semble plus concrète, la synonymie. Il remarque que les énoncés analytiques, comme « aucun célibataire n'est marié », sont intéressants parce qu'on peut les transformer en une vérité logique pure, comme
aucun homme non marié n'est marié, simplement en remplaçant un mot par son synonyme. Une vérité logique, c'est vrai peu importe le sens des mots, juste par sa structure. Ok, ça semble presque trop facile. On a juste à échanger célibataire contre son synonyme homme non marié, et voilà. Je sens qu'il y a un piège. Vous avez mis le doigt dessus. On a juste déplacé le problème. On a expliqué l'analyticité en utilisant la synonymie, mais maintenant, il faut définir la synonymie. Le mystère de l'analyticité est devenu le mystère de la synonymie. Comment sait-on avec certitude que deux mots sont synonymes? Ma première réaction serait de dire on ouvre un dictionnaire. Célibataire, non masculin, homme qui n'est pas marié. C'est écrit noir sur blanc. C'est la première piste que Quinn dynamite. Il dit que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Le lexicographe qui écrit le dictionnaire, ce n'est pas un magicien qui crée le sens des mots. C'est un scientifique, un observateur du langage. Il remarque que dans l'usage, les gens utilisent célibataire et homme non marié de façon interchangeable et il l'enregistre. Le dictionnaire rapporte une synonymie qui existe déjà. Il ne la crée pas. Il la présuppose. Ah oui, mais attendez, ça change tout. On voit le dictionnaire comme une autorité suprême. Et là, Quinn dit que ce n'est pas un livre de règles, mais plutôt un rapport d'observation sur l'usage des mots. C'est exactement ça. Il nous renvoie donc de la définition à l'usage. On est revenu à la case départ. Alors on essaie une autre piste qui semble plus scientifique, l'interchangeabilité. L'idée, c'est que deux termes sont synonymes s'ils peuvent être échangés dans n'importe quelle phrase sans en changer la valeur de vérité. Ça a l'air d'être un critère solide, un vrai test. Si une phrase est vraie avec célibataire, elle doit rester vraie avec homme non marié et vice-versa, partout. En théorie, oui, mais Keane montre qu'il y a un piège, une boucle logique, dévastatrice. Pour que ce test fonctionne vraiment, il faut que l'interchangeabilité marche absolument partout, y compris dans des phrases qui contiennent des adverbes comme nécessairement. Nécessairement? Pourquoi ce mot en particulier? Et cette phrase devrait aussi être vraie. Le problème, Le problème, c'est que dire que cette phrase est nécessairement vraie, c'est justement dire que c'est une vérité analytique. voilà. Wow, attendez, c'est un tour de passe-passe. Pour prouver que A est synonyme de B, on a besoin d'un test. Pour que le test marche, il faut utiliser le mot nécessairement. Mais le concept de vérité nécessaire, c'est exactement le concept de vérité analytique qu'on essayait de définir depuis le début. Vous l'avez parfaitement résumé. On utilise la conclusion comme partie de la preuve. On tourne en rond? C'est une boucle parfaite. On ne peut pas définir l'analyticité sans la synonymie. On ne peut pas définir la synonymie sans l'interchangeabilité. Et on ne peut pas définir l'interchangeabilité sans déjà supposer l'analyticité. Chaque concept nous renvoie à l'autre. La conclusion de Quine, c'est que cette distinction est un dogme métaphysique. Une croyance sans fondement. D'accord, le mur s'effondre. C'est un choc. Mais alors, quel est le lien avec le second dogme, le réductionnisme? L'idée que chaque énoncé peut être testé individuellement. Le lien, c'est ce qu'on appelle la théorie vérificationniste de la signification. Une idée très à la mode à l'époque qui dit, en gros, que le sens d'une phrase, c'est sa méthode de vérification. Dans ce cadre, un énoncé analytique, ce sera le cas limite. Un énoncé vérifié par n'importe quelle expérience ou par aucune. Or, toute cette théorie repose sur l'idée qu'on peut tester les énoncés un par un. C'est le cœur du réductionnisme. Et les deux dogmes se soutiennent mutuellement. C'est un château de cartes. La croyance qu'on peut tester les énoncés un par un soutient la croyance qu'il y a des énoncés qui n'ont besoin d'aucun test. Et si on retire une carte? Tout s'écroule. Et c'est là que Quine propose sa propre vision, radicalement différente. Il avance sa thèse du holisme épistémologique. Il a cette phrase célèbre qui dit en substance « Nos énoncés sur le monde extérieur ne font pas face au tribunal de l'expérience individuellement, mais seulement en tant que corps constitué. » C'est une image puissante. Ce n'est pas un seul accusé au tribunal, c'est toute la bande. Ce n'est pas une croyance qui est mise à l'épreuve, c'est toute notre vision du monde. Exactement. L'unité de signification, ce qui est réellement testé par l'expérience, ce n'est pas la phrase isolée, c'est l'ensemble de la science, l'intégralité de notre savoir. Alors, si on abandonne ces deux dogmes, à quoi ressemble la connaissance? Si ce n'est plus une pyramide de briques bien rangées, c'est quoi? Un chaos? Pas un chaos, non, mais quelque chose de beaucoup plus organique, de plus flexible. Keane utilise une métaphore magnifique. Il nous demande de voir la totalité de nos connaissances comme un immense tissu ou un champ de force. Les bords de ce champ
sont en contact direct avec l'expérience, au centre, il y a nos croyances les plus ancrées, les lois de la logique, les mathématiques. Et plus on va vers la périphérie, plus les énoncés sont concrets. Les maisons dans ma rue sont en briques. Et que se passe-t-il quand une expérience ne se déroule pas comme prévu? Quand une observation contredit nos théories? C'est là que la métaphore prend tout son sens. Une expérience récalcitrante, comme il dit, une observation surprenante, elle ne vient pas juste contredire un seul petit énoncé à la périphérie. Elle envoie une onde de choc, une tension à travers tout le champ de force. Et pour résoudre ce conflit, nous devons faire des ajustements. Mais, et c'est le point crucial, on a une immense liberté de choix sur où faire ces ajustements. C'est un peu comme une toile d'araignée. Si une mouche se prend dans un coin, ce n'est pas juste un fil qui bouge, c'est toute la toile qui vibre. Et c'est à nous, l'araignée, de décider quel fil retendre ou couper pour que l'ensemble reste stable. C'est une excellente analogie. On peut choisir de modifier un énoncé à la périphérie. Ah, je me suis trompé, les maisons ne sont pas en briques. C'est le plus simple. Ou, si on est prêt à accepter des conséquences plus drastiques, on peut décider de modifier des énoncés beaucoup plus centraux pour préserver notre croyance. La conclusion de tout ça est donc complètement folle. Ça veut dire qu'aucun énoncé n'est à l'abri de la révision. Pas même 2 plus 2 égale 4, ou une loi de la logique. C'est pourtant la conclusion la plus spectaculaire de Quine. En principe, aucun énoncé n'est immunisé. Si une expérience était suffisamment étrange, il se pourrait que la manière la plus simple de réorganiser notre savoir soit de modifier une loi logique. D'ailleurs, la révision de certaines logiques a été sérieusement proposée pour simplifier la mécanique quantique. Et inversement, n'importe quel énoncé peut être maintenu comme vrai, quoi qu'il advienne, si on est prêt à faire des ajustements assez fous ailleurs. Donc, si je vois quelque chose qui contredit l'existence des maisons en briques, je pourrais, en théorie, décider de garder ma croyance en ces maisons, et à la place conclure que j'ai eu une hallucination ou que les lois de l'optique ont changé. Sur le moins possible l'ensemble de notre système de croyances. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que la distinction analytique-synthétique existe. Les énoncés analytiques ne sont pas d'une nature différente. Ce sont juste les énoncés qui sont tellement au centre de notre toile que les modifier provoquerait un effondrement de tout le système. Alors, par pragmatisme, on préfère ne jamais y toucher. La distinction n'est plus une question de nature, mais une question de degré. Ce qui nous mène à un pragmatisme radical. La science n'est plus la quête d'une vérité absolue, mais la construction d'un outil pour prédire et gérer nos expériences. Tout à fait. Et dans cette optique, les objets physiques, les atomes, les forces, même les nombres, ne sont pas fondamentalement différents des dieux d'Homère. Ce sont des postulats, des entités qu'on invente et qu'on place dans notre théorie du monde. Leur seule justification, c'est leur efficacité à organiser le flux de nos expériences de manière simple et cohérente. Attendez, vous voulez dire que les tables, les chaises, les atomes, ce sont juste des fictions utiles? Un mythe plus performant que celui de Zeus, mais quand même un mythe, qu'on se raconte pour mettre de l'ordre dans le chaos? Qui dirait que ce sont des postulats épistémologiquement supérieurs? Le mythe des objets physiques s'est avéré incroyablement plus efficace que les autres. Mais sur le plan de leur justification ultime, ils ne sont pas lus directement dans l'expérience, ils sont posés par nous, comme les personnages d'une grande histoire qu'on construit. Pour résumer, l'analyse de Quine dissout cette frontière nette qu'on croyait exister entre les vérités logiques, supposées immuables, et les vérités factuelles contingentes. Elle remplace l'image d'une connaissance pyramide, bâtie sur des fondations certaines, par celle d'une connaissance toile, un vaste réseau interconnecté qu'on réajuste sans cesse de la manière la plus pratique possible. Ça nous laisse avec une pensée finale, une question pour la route. Si Quine a raison, et qu'aucun énoncé, pas même les plus fondamentaux de la logique, n'est immunisé contre une révision future, qu'est-ce que ça signifie pour notre quête de certitude? Une vérité qu'on tient pour absolue aujourd'hui pourrait-elle devenir la croyance dépassée de demain, non pas parce qu'elle aura été prouvée fausse, mais simplement parce qu'il sera devenu plus pratique, plus simple, d'ajuster notre vision du monde d'une autre manière?